d'être venu, vous. Donc oui, je suis enseignant donc, dans l'Académie de Créteil à Chelles, en Seine-et-Marne, pour être plus précis. Et ça fait maintenant 2-3 ans que je me mets de manière occasionnelle, je vous rassure, à utiliser certains, pas tous, certains jeux vidéo en classe. Et en parallèle, donc, j'explique tout ça sur ma chaîne YouTube qui s'appelle donc, si vous tapez sur Google, vous tapez JVH, donc pour jeux vidéo et histoire. Ça m'a pas mis longtemps pour trouver ça. Donc où j'essaye d'étudier les jeux vidéo en analysant comment un jeu vidéo utilise l'histoire. Comment un jeu, on peut faire la même chose pour un film d'ailleurs, pour le cinéma, comment un jeu vidéo peut manipuler des faits historiques ou donner une certaine vision d'une période historique. Donc d'un côté, je fais ça, et de l'autre, je me mets progressivement donc à expliquer comment certains jeux, voilà, c'est les vignettes des vidéos là, que vous avez devant vous, comment certains jeux peuvent être expliqués, peuvent être utilisés à des fins pédagogiques. Donc alors, déjà, il faut se demander un peu comment ça m'est venu cette idée qui peut paraître loufoque. J'en conviens, mais vous allez voir, c'est assez raisonné quand même, j'espère. Pourquoi ? Parce que tout simplement par ma culture personnelle. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de choses que j'ai appris, non pas dans mes salles de classe, même si j'avais eu d'excellents professeurs quand même, mais certaines choses que j'ai appris donc dans les jeux vidéo. Je pense à la série notamment des Chevaliers de Baphomet qui aborde le thème des croisades au Moyen-Âge et notamment le thème des Templiers aussi, c'est chevaliers chrétiens pendant les croisades, qui m'a fait un peu découvrir cette période de l'histoire, peut-être grâce à ce jeu et grâce aussi à Warcraft 2 qui donc est un jeu de stratégie que vous avez à droite, qui est un jeu de stratégie donc qui nous apprend un peu à manipuler des unités militaires, à gérer une petite seigneurie. Voilà, on a tout un univers heroic fantasy qui s'inspire donc de l'époque médiévale. C'est peut-être en jouant à ces jeux quand j'avais 8-10 ans que, il y a maintenant 6-7 ans, j'ai fait un mémoire en histoire médiévale peut-être. Et j'aime bien en fait cette idée des jeux vidéo comme porte d'entrée vers un intérêt vers une matière. Parce que c'est ce qu'on va voir. Et encore une fois, rassurez-vous, les jeux vidéo, justement, ne retranscrivent pas, et ce n'est pas leur mission d'ailleurs, mais ils ne retranscrivent pas la stricte réalité. Donc, c'est ce que je fais aussi en parallèle de mes cours, c'est ce qu'on va voir. J'essaye avec mes élèves de décortiquer le jeu, de voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai dans un jeu, pour apprendre justement à des adolescents que toute œuvre de fiction comporte justement une part de fantastique, une part un peu d'erreur historique. On étudiera ensuite pourquoi. Donc voilà pour l'histoire, pour la géographie aussi. Alors pour la géographie, l'utilisation des jeux vidéo peut-être un peu plus simple, mais évidemment ça m'est venu avec le grand classique des SimCity, où le but est tout simplement de construire une ville. On va voir comment je l'ai utilisé avec mes sixièmes il y a 2 ans maintenant, et donc voilà, même chose, j'ai joué à ce jeu quand j'étais petit, sur Super Nintendo pour être précis, et voilà, peut-être ça aussi qui m'a donné en fait mes premiers rudiments, on va dire, de géographie, parce qu'il y a des choses qui se reflètent très bien dans ce jeu, pas tout, mais il y a certains mécanismes qu'on peut retrouver. Alors, je tiens à préciser quelque chose, je ne suis pas là, encore une fois, dans une démarche de promotion du jeu vidéo à l'école. Je les utilise, j'en parle, je les analyse, parce que je pense que je connais bien ce médium. Mais voilà, je pense en connaître les points positifs, son utilisation en classe, mais également ses points difficiles, ses points négatifs. Donc vous n'allez pas entendre dans ma bouche que le jeu vidéo va changer l'école, ou que même le numérique va changer l'école. L'institution le dit un peu pas mal, mais moi j'y crois pas trop. On y reviendra peut-être. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir une démarche critique, comme on utilise un film en classe ou une œuvre littéraire, par exemple. Il faut essayer d'aborder les jeux vidéo un peu de la même chose, de la même manière. Et donc oui, ça ne m'est pas venu tout de suite dans ma carrière, parce que je vais commencer ma 7e année d'enseignement la semaine prochaine, n'est-ce pas ? J'ai commencé en 2010. On est stagiaire à ce moment-là, et j'avais une tutrice, et je voulais lui demander un jour comment je pourrais rendre mes cours un peu plus ludiques. Alors là, mon Dieu, quel mot, je n'avais pas employé le terme ludique. On m'a passé un savon, clairement. Mais tu n'y penses pas, l'histoire, c'est pas amusant, ça doit être sérieux, les cours, c'est sérieux, etc. Ok, très bien.
Très bien, très bien. Je fais amende honorable et bon, l'idée me revient donc 2-3 ans après, notamment en voyant ce que faisaient des collègues, parce que des fois on me présente un peu comme un enseignant innovant. Bon, déjà, j'aime pas trop le terme, mais voilà, c'est ce que je vais vous montrer un peu. Il y a d'autres collègues déjà qui utilisent des jeux vidéo en classe, je ne suis pas le seul, et ils le font déjà depuis depuis 10-15 ans pour certains, ou même le jeu en général, les jeux de société par exemple, d'accord ? Je vais pas vous faire de la théorie, évidemment, il y a on apprend nos premiers mots, nos premiers mouvements en jouant quand on est bébé, donc le jeu, par essence même, a cette vertu, on va dire, de pouvoir apprendre des savoirs ou des compétences. Et donc au niveau de l'éducation nationale, il y a un réseau d'enseignants qui s'appelle le réseau Ludus, qui propose toute une base de données. Je ne sais pas s'il y a des enseignants dans la salle, mais voilà, vous pouvez prendre la référence de ce blog, qui est fait par des enseignants, donc, qui ont encore une fois une démarche complètement pédagogique vis-à-vis du jeu. Donc ils font tout un listing de différents jeux en fonction des périodes employées. Alors, il y a des jeux vidéo, oui, mais il y a également donc des jeux papier, des jeux de société, etc. Donc, encore une fois, voilà, utiliser le jeu en classe, est-ce que c'est innovant ? Non, d'accord ? C'est fait déjà depuis pas mal d'années dans nos salles de classe. Alors, par contre, oui, quand on parle de jeux vidéo, et de son emploi des buts éducatifs, on parle tout de suite d'un type de jeu précis qu'on appelle les serious games. Alors, qui sont des jeux... Alors, un serious game, c'est un peu dur à définir finalement. C'est un jeu qui a un autre but que le divertissement, en gros. C'est-à-dire que là, il a été conçu pour apprendre des choses. On utilise des mécaniques de jeu pour diffuser un contenu historique, géographique ou dans toutes les différentes matières où on peut employer ce type de programme. Et donc, le problème, c'est que, donc, si on traduit serious game, c'est donc des jeux sérieux. Et le gros problème de ce type de logiciel, c'est que généralement, ils sont assez peu intéressants à jouer. Et donc, en classe, ça marche assez peu. Je vous montre rapidement un petit exemple avec celui que vous avez sous les yeux qui s'appelle Pagaille à Versailles, qui est à destination des élèves de 8 à 12 ans, donc il peut être utilisé en collège. Alors, je ne vous mets pas le son, c'est pas spécialement intéressant, mais Pagaille à Versailles, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est une série de mini-jeux où on doit, en gros, reconstruire le château de Versailles. Je vous en mets un petit extrait, si je le trouve. Voilà, là, par exemple... faire correspondre un petit jeu, une sorte de puzzle finalement pour faire correspondre les façades du château, etc. De mon point de vue, on n'apprend rien en faisant ça, globalement. Voilà. C'est quelque chose qui m'agace un peu. C'est l'idée en fait d'utiliser le jeu vidéo juste comme un prétexte, d'accord, pour accrocher les élèves, pour faire en sorte de les motiver. Et à mon sens, quand on utilise un jeu vidéo juste dans le but de motiver des élèves, on n'a rien compris à ce qu'était un jeu vidéo, parce qu'un jeu vidéo, c'est quand même plus que ça. Ça a quand même plus de possibilités. Et encore une fois, comme je vous le disais, pour l'histoire, ça véhicule aussi des idées politiques. Donc on ne peut pas utiliser un jeu vidéo comme ça, juste un peu de manière accessoire. Parce que tout le jeu, dans Pagaille à Versailles, est tourné autour de ce type de mini-jeu, assez peu intéressant d'un point de vue... Oui, d'un point de vue pédagogique, tout simplement. Parce qu'à mon sens, il faut essayer justement, quand on conçoit un jeu sérieux, de penser d'abord à la partie jeu. Comment je vais construire le jeu pour que les élèves, en jouant, apprennent des choses. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors là, un autre exemple de jeu qui s'appelle Autant des châteaux forts, qui est réalisé par des collègues de l'académie de Caen. Donc je vais essayer de pas trop le critiquer, mais parce qu'il a des qualités quand même. Il a des qualités, notamment la représentation 3D de la seigneurie que vous voyez là. J'ai normalement une petite vidéo pour que ça soit un peu plus sympa. Hop. Donc là, d'un point de vue qualitatif au niveau de la représentation, donc c'est un jeu qui est prévu pour son utilisation en classe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est graphiquement, je trouve ça quand même assez plutôt bien fait, vu les moyens, on n'a pas les moyens d'Ubisoft ou de Sony ou de Microsoft pour faire ça. Donc, ça reste intéressant. Et le jeu dispose aussi de petites vidéos, justement, pédagogiques,
mais on va voir aussi que c'est son point faible. Ce qui est intéressant aussi dans le jeu, c'est son gameplay. Alors le gameplay, qu'est-ce que c'est? C'est un mot peut-être un peu difficile si vous ne connaissez pas le jeu vidéo. Ce qu'on appelle le gameplay, c'est tout simplement l'interaction qui est proposée par le jeu. C'est-à-dire en gros, comment on joue. Et ici, dans ce jeu, au temps des châteaux forts, donc, le gameplay est simple à prendre en main pour les élèves. Parce que c'est pareil, on le reverra avec d'autres exemples de jeux. On estime qu'un adolescent maintenant arrive à prendre en main en 2 minutes n'importe quel type de jeu vidéo, d'accord, et qu'il en a une compréhension immédiate. Non, il y a certains jeux qui sont très difficiles à prendre en main. Et donc quand on utilise, donc là c'est plus un conseil pour mes collègues, quand on utilise un jeu vidéo, il faut que ça soit simple à prendre en main pour les élèves. Voilà, là on a besoin que de la souris et des touches du clavier, avant, en bas, gauche, droite, pour se déplacer dans la seigneurie. Avec la souris, on contrôle notre champ de vision. Donc c'est très simple à manier, globalement. La faiblesse du jeu, c'est quoi? Eh bien, c'est la partie connaissance, qui, à mon sens, révèle une erreur commune des serious games, c'est que voilà, l'élève parcourt la seigneurie, il voit différentes choses, etc. Et la partie connaissance, vous le voyez, elle est à l'aide de QCM. C'est-à-dire qu'à la fin de la séquence, l'élève a un petit QCM qui doit justement, voilà, qu'est-ce qu'une seigneurie, quels sont les différents travaux des paysans, et il doit cocher, etc. Ça me semble assez peu ludique, encore une fois. D'accord? Donc, plutôt bien, mais à perfectionner au temps des châteaux forts. Le terme, oui, la partie jeu, tout simplement, est insuffisante et, à mon sens, ne fait pas passer des connaissances. Alors, on caricature souvent les jeux sérieux comme des jeux, je vais le dire, des jeux chiants, d'accord? Mais on va stopper la caricature 2 secondes, parce que des jeux sérieux, il y en a des biens, quand même, et même de plus en plus ces derniers temps. Donc là, on a un jeu, donc pour la géographie cette fois, que j'utilise en 5e, qui s'appelle Alto Catastrophe, qui est un jeu réalisé par l'ONU, enfin, comment dire, sous le contrôle de l'ONU, qui a engagé un studio de développement pour faire le jeu. Mais voilà, c'est quand même, on va dire, un gage de qualité. Et donc le but de Alto Catastrophe, c'est, vous avez une ville qui, selon le mode de difficulté que vous choisissez, 5, 10 ou 15 minutes, va subir une catastrophe naturelle, d'accord, qui peut être de différents types. On peut choisir, et c'est très intéressant pour l'enseignant, différents types de catastrophes, le tsunami, incendie, les inondations, ou, qu'est-ce qu'on a d'autre, le séisme. Et donc ça rentre dans le programme de géographie en 5e, où on doit étudier justement les sociétés humaines face à ces différents types de risques, quelles sont les inégalités des différents pays en fonction de leur niveau de développement, on va dire. Et donc ça, c'est intéressant parce que le jeu ensuite nous propose quoi? On prend en main la ville et on doit, avant la catastrophe, mettre en place différentes constructions ou différentes politiques de ville pour faire en sorte qu'il y ait le moins de morts possible, ou de blessés quand même, après la catastrophe. Et donc, ça va plus loin que juste disposer des maisons. Je vous parlais de politique de ville. Ici, on peut construire justement une école. Et donc, pour l'enfant, c'est intéressant, puisque le jeu propose un petit descriptif, en français qui plus est, parce que, encore une fois, ce n'est pas toujours le cas, mais on nous explique que voilà, l'école est l'endroit où les gens peuvent s'instruire sur les dangers des risques naturels pouvant menacer leur communauté. Et c'est ce qu'on apprend. C'est ce qu'on apprend en classe, notamment quand on parle de l'exemple du Japon. Les petits Japonais, en classe, apprennent très tôt comment, justement, agir en cas de séisme. Donc voilà, c'est une partie du cours qu'on peut retrouver dans le jeu, que les élèves peuvent utiliser directement dans le jeu. Donc, c'est un jeu très intéressant. Et qui plus est, encore une fois, le gameplay, c'est-à-dire la manière de jouer, est très simple. L'élève n'a besoin que de la souris. Il choisit les options à gauche, il clique à droite, il les place, c'est très simple, et du coup, ça pour nous professeurs, c'est intéressant parce que voilà, on n'a pas besoin de leur expliquer plus que ça la manipulation du jeu. Mon chouchou en matière de serious game, je vous le conseille de noter si vous voulez, parce qu'il est vraiment très chouette, il s'appelle Sauvons le Louvre. Il est disponible sur le site France Éducation, encore une fois sur Google, vous tapez Sauvons le Louvre, vous tombez tout de suite dessus. Il est gratuit, comme Alto Catastrophe, celui d'avant, je ne vous l'ai pas dit. Il est gratuit, ça aussi, c'est pas toujours le cas. Sauvons le Louvre, c'est quoi? C'est un jeu justement où on est dans la peau, comme on nous le dit, de Jacques Jaujard, qui était le responsable du Louvre pendant l'occupation de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale. Et notre mission est de
protéger les œuvres du Louvre. Alors pour ça, justement, pour ça que le jeu est très intéressant, hein, que graphiquement, je trouve plutôt sympa, c'est que déjà les personnages ne sont pas des personnages imaginaires, comme on peut le retrouver dans certains jeux. Ce sont des personnages qui ont réellement existé. Voilà, Jacques Jojard était vraiment le directeur des musées nationaux à ce moment-là. Et on a tout un tas de mentions de différents personnages, comme Göring, par exemple, qui était en charge en partie de l'administration de Paris à un moment, et qui voulait mettre la main sur les œuvres du Louvre. Et donc, voilà, on a le récit de ce genre de choses dans le jeu. Et cette fois, la partie jeu est très intéressante, puisque donc on joue notre personnage de gauche, Jacques Jojard, et on a toute une série de dialogues avec d'autres personnages, qu'ils soient des Français, des résistants, des collaborateurs, ou donc les occupants nazis, par exemple. Ce qui est intéressant dans les dialogues, c'est qu'on doit faire des choix dans nos réponses. Mais il faut faire attention, parce que si on montre qu'on est trop, comment dire, proche de la résistance, on risque d'éveiller les soupçons des nazis et donc de perdre le jeu. Mais si on ménage trop, justement, l'occupant allemand, on va s'attirer les foudres, en revanche, de la résistance. Donc, il y a ce jeu un peu de choix narratif qui est intéressant pour l'élève qui joue, justement, et donc qui suit l'histoire de l'occupation allemande à Paris à travers de ce personnage. Autre phase du gameplay, c'est donc de l'interaction, c'est le fait justement de déplacer les œuvres du Louvre dans d'autres endroits de France. Et donc on les place dans d'autres châteaux, notamment, dans d'autres lieux. Donc ça, d'un point de vue, rien que d'un point de vue de la manipulation, au niveau de la géographie, ça peut être intéressant, puisque je vous assure, quand on rentre en troisième, parce que là, ça serait du programme de troisième, très peu d'élèves, je pense, peuvent me placer spontanément Bordeaux, Lyon ou Marseille parfaitement sur une carte de France. Si, je vous assure. Et donc voilà. Là, par exemple, ça peut être une manière de travailler ce genre de connaissances un peu indirectement. Et donc voilà, c'est un petit jeu, en plus des choix narratifs que je vous ai montrés avant, une sorte de, un petit jeu de gestion, en plus, donc de déplacer les œuvres du Louvre en fonction de la narration. Par contre, est-ce que j'avais une autre chose là-dessus? Non, ça c'est autre chose, j'y viens après. Point négatif, par contre, du jeu, c'est qu'il est assez dirigiste. C'est-à-dire que l'élève a en gros pas besoin vraiment du professeur, c'est-à-dire que l'élève suit l'histoire du début jusqu'à la fin, et du coup, comment l'utiliser en classe? Moi, je ne l'ai pas encore utilisé, je pense le faire l'année prochaine. Il y a cette question, justement, on y reviendra avec d'autres exemples que je vais donner, comment l'enseignant peut utiliser le jeu vidéo avec ses élèves. Mais celui-là, il est un peu difficile, parce que finalement, il se suffit un peu à lui-même. Donc, je sais que c'est un peu la mode pédagogique de nos jours de dire que les élèves doivent construire le cours eux-mêmes et doivent justement construire leurs connaissances eux-mêmes à l'aide justement des documents que le professeur va donner. Mais bon, j'ai encore, je pense, la prétention de dire que je sers à quelque chose. Donc, voilà, ce genre d'activité un peu guidée du début jusqu'à la fin, comme si le professeur n'a pas besoin d'être là. Bon, ça me gêne un peu, évidemment, sinon j'ai plus de travail. Et donc voilà, c'est le problème un peu de certains jeux sérieux, c'est qu'ils me semblent un peu trop dirigistes, et que du coup, c'est un peu dur pour l'enseignant de trouver sa place là-dedans. Alors voilà, ça c'est pour les jeux sérieux. Maintenant, on va se concentrer sur les jeux qu'on trouvait pour celui-là dans le commerce. Et on va prendre l'exemple de Versailles, complot à la cour du roi Soleil, qui est sorti en 1996, alors qui du coup, lui, est ce qu'on appelait à l'époque un jeu ludo-éducatif. C'est un peu l'ancêtre des jeux sérieux que je vous ai montré avant, sauf que Versailles est sorti dans le commerce, est sorti sur PC également, sur PlayStation à l'époque, sur la première PlayStation du nom. Et donc c'est un jeu d'enquête, en fait. Vous jouez un des servants de Louis XIV, tout Versailles est reproduit en 3D, ok. Et comme son nom l'indique, notre mission est de déjouer un complot qui vise à assassiner le roi Soleil. Donc c'est le problème au début du jeu. Mais c'était ma première vidéo, en fait, il y a 2 ans maintenant que je l'ai réalisée, où j'essayais, du moins, de proposer une exploitation de ce jeu en classe. Et là, c'est l'idée, on va dire, de comment on peut détourner un jeu qui a pour ambition seule de divertir, comment on peut détourner ce jeu dans des objectifs pédagogiques. Donc,
Je vais vous montrer quelques extraits, 3 manières d'utiliser ce jeu. Donc à chaque fois, rassurez-vous, hein, c'est des extraits de 1 minute 30, pas plus. Si je retrouve ma vidéo qui est ici, je cale juste l'extrait. Donc 3 manières de l'utiliser. Hop. La première, en utilisant les séquences cinématiques en 3D du jeu. Donc, je m'arrête de parler ici, et vous allez m'entendre ici. On y va, hein. On en parle après. Le premier acte est donc intitulé « Le petit lever ». S'ensuit le conseil du roi, la messe, le dîner, le travail du roi, la promenade et le coucher. Chaque niveau commence par une scène cinématique où une voix off nous explique en détail chaque étape du cérémonial. Sire, voilà l'heure. Dès le réveil, Daquin, le premier médecin, s'inquiète de la santé du roi. Votre Majesté a-t-elle bien reposé cette nuit? S'est-elle chauffée? Désire-t-elle qu'on la forme? Merci, Daquin. Votre Majesté jouit d'une santé parfaite depuis 2 mois. Pendant que le bon temps lave les mains du roi, on procède aux entrées familières. Comme tous les matins, Monsieur, le frère du roi, Monseigneur, le dauphin et le duc du Maine viennent assister au réveil de Sa Majesté. Alors on pourrait donc donner l'ensemble des extraits aux élèves, en enlevant les titres évidemment, en leur demandant donc de remettre dans l'ordre la journée du roi. Voilà, alors ça c'est une manière, on va dire, encore une fois, de détourner le jeu en récupérant. Alors ça c'est assez facile parce que chaque séquence cinématique, alors ce qu'on appelle une séquence cinématique dans les jeux vidéo, c'est une séquence où on ne joue pas, où on nous montre, comme vous avez vu là on ne jouait pas, mais voilà, on nous explique un bout de l'histoire, on va dire, de manière, comme au cinéma, un peu, c'est l'idée. Donc l'idée, là, pourquoi pas, ça serait d'extraire, alors ils sont tous disponibles sur YouTube, du coup ça c'est pratique, mais d'utiliser ces 6 ou 7 séquences et de demander aux élèves, justement, de remettre dans l'ordre, justement, les différentes parties de la journée très cadrée du Roi Soleil à Versailles. Mais vous allez me dire, ouais, l'élève ne joue pas quand il fait ça. Donc, est-ce qu'on utilise vraiment un jeu vidéo ? Oui et non, on pourrait faire la même chose avec un film qui raconte la journée de Louis XIV, ou un documentaire. Là, on va pousser un peu l'idée en montrant comment on peut directement ici faire jouer l'élève en lui faisant jouer justement cette séquence du lever du roi. On y retourne pour une petite minute. Deuxième proposition du coup. Le premier niveau du lever. Le but de celui-ci est de retrouver un pamphlet. Alors ici, on va détourner ce but en explorant les lieux et en demandant aux élèves d'étudier les différents personnages rencontrés. Alors ça commence par la scène d'introduction qu'on a déjà vue et par l'exploration de la chambre du roi. Et là, on rentre dans l'un des atouts du jeu, puisqu'il dispose d'un système d'encyclopédie par lequel on accède via un menu, où on nous livre une biographie des hommes présents, ici comptant le frère et le fils du roi. Ainsi, on peut interroger les élèves sur plusieurs points. Tout d'abord, comment se déroule le réveil du roi, afin donc de montrer que chaque étape de la journée du roi est pensée comme un cérémonial. Puis, qui sont les personnes accompagnant le lever, ce qui nous permet cette fois d'introduire les officiers de la maison du roi qui œuvrent uniquement à son service, ainsi que les privilégiés qui peuvent assister aux cérémonies. De plus, afin de nous repérer, le jeu propose une carte de Versailles accessible également via le menu. On pourrait donc distribuer un plan vierge du château que l'élève pourra remplir au fur et à mesure de sa progression. Ensuite, nous pouvons sortir de la chambre pour explorer d'autres salles. À ce moment-là, l'idée serait de relever l'identité et le métier des différents personnages que l'on croise. Ici, nous pouvons voir Ardois Mansart, architecte de Versailles, et Racine, écrivain et historiographe du roi. Plus loin, c'est avec le peintre Charles Lebrun que nous pouvons discuter. L'idée est de montrer que Versailles n'est pas qu'un lieu de pouvoir, mais également un lieu où les artistes convergent. Voilà, donc par cette séquence, on fait un peu jouer les élèves justement, et on profite justement que ce jeu possède, comme beaucoup d'autres, on le verra après, une sorte d'encyclopédie, un peu une sorte de Wikipédia, on va dire, intégrée au programme, qui permet justement de présenter les différents personnages historiques qui, tous ceux qu'on a vus ont vraiment existé, je leur précise. Et voilà, du coup, ça serait une première méthode pour faire jouer les élèves on les met actifs, et du coup, on leur fait produire du contenu, notamment avec l'exemple de la carte que j'ai montrée pendant cet extrait. On va augmenter un peu la difficulté en essayant, on va voir, de faire résoudre une énigme du jeu, parce que c'est un jeu d'énigmes à la base, qui est en plus qui est quand même assez dur à la base, donc si on l'utilise en classe, il faut quand même un peu les guider
des élèves de 5e, du coup, parce que ça relève du programme de 5e, avec justement une énigme concrète dans le jeu. Je me tais, je reparle là-bas. Dans cet acte, la langue doit ouvrir un coffre qui contient des documents importants. Pour cela, il doit rentrer une série de 3 dates avec pour indice le nom de 3 villes, Rocroi, Aix-la-Chapelle et Besançon. Pour cela, le joueur doit trouver lui-même ces dates de 2 manières. La première en écoutant un dialogue. Monsieur, la bataille de Rocroi a été montée. Les Espagnols comptaient près de 30 000 hommes et nous étions à peine plus de 20 000. Pourtant, il y avait 4 heures quand nous n'en laissions qu'un. Et les cavaliers s'enfonçaient dans les rangs espagnols comme un soc dans la terre. Ah, où sont ces batailles? Où sont ces victoires? La deuxième en scrutant le plafond de la célèbre galerie des glaces. Une fois que l'élève a compris que ces 3 villes et dates correspondent à des batailles et des traités du règne de Louis XIV, ça lui permet d'évoquer le pouvoir militaire du souverain absolu et d'étudier l'utilisation de l'art à Versailles comme facteur de renforcement du prestige du roi. Une fois le coffre ouvert, nous tombons sur des plans de l'ingénieur Vauban. Une bonne occasion pour l'élève de connaître ce personnage via, encore une fois, l'encyclopédie interactive. Voilà, je me tais. Donc du coup, cette dernière énigme est assez intéressante parce que là, l'élève n'a pas eu besoin de cette encyclopédie. Okay, c'est en jouant tout simplement et en cherchant dans le décor, dans les différents coffres, par exemple, qu'il a découvert des dates marquantes du règne de Louis XIV pour lui faire souligner, je reprécise encore une fois, mais des points importants du programme. Okay, c'est-à-dire les fondements du pouvoir du roi absolu, et on a pu rentrer dans la galerie des glaces, qui est le passage obligé quand on parle du château de Versailles, et qui véhicule, encore une fois, l'idéologie de la monarchie absolue. Donc là, on met vraiment en activité l'élève. Vous allez me demander justement comment s'est passée cette séance en classe. J'en sais rien, parce que je n'ai pas encore utilisé ce jeu, pour la simple et bonne raison que là, c'est un des écueils de l'utilisation du jeu vidéo à l'école, c'est la question matérielle. C'est la question matérielle. Notamment, là ici, en plus, on est en face d'un cas un peu particulier, c'est-à-dire que c'est un jeu de 1996, et maintenant, les ordi sont trop récents pour faire tourner ce type de jeu, ou alors il faut, pour ceux qui connaissent un peu, faire tourner des émulateurs, par exemple, pour que ça soit compatible à ces vieux jeux, maintenant. Mais je ne perds pas espoir, il faudrait que je manipule un peu les ordinateurs de ma salle informatique pour le faire tourner, mais du moins c'est un jeu, c'est un jeu assez intéressant si on fait vraiment jouer les élèves. Ce qui est intéressant aussi dans ce que je propose, je pense, avec ces 3 énigmes, il y a aussi 3 niveaux de difficulté. Et c'est ce qui est intéressant avec les jeux vidéo, c'est que c'est des programmes, on va dire, malléables. On peut en faire un peu ce qu'on veut. Et du coup, on peut justement proposer différentes activités. Là, vous avez vu 3 activités différentes, en fonction du niveau des élèves. C'est-à-dire que les élèves un peu en difficulté, on va dire, pourraient faire la première séquence juste à l'aide des extraits vidéo. Et les élèves qui ont une certaine aisance, on va dire, avec le déplacement dans des univers en 3D comme celui-ci, pourraient réaliser la 3e énigme, par exemple. Donc il y a cette idée de faire ce qu'on appelle dans notre jargon la différenciation pédagogique, c'est-à-dire donc de proposer des exercices adaptés au niveau des élèves. Donc ça aussi, c'est intéressant. Alors, je disais, oui, celui-là, je ne l'ai pas fait en classe, mais alors, qu'est-ce que j'ai bien fait en classe à force de parler? Vous allez croire que je n'ai pas fait grand-chose et que je parle beaucoup. Alors, je viens cette fois donc à un exemple concret. Je suis retourné à mes premiers amours, comme on dit, avec l'utilisation de SimCity avec mes 6e. Alors, le but, c'était quoi? C'était une séance de 2 heures en salle informatique. Ils étaient 2 par ordinateur. C'est une séquence qui vient à la fin de mon chapitre, sur donc un chapitre qui s'appelle « Habiter la ville » en 6e, où en gros, on doit présenter les différents types de villes aux élèves. Et donc notamment, ce que je leur demandais, c'était de reproduire le modèle de la ville américaine qu'on avait vu en classe de manière complètement, encore une fois, classique, avec des photographies, des schémas, des croquis, où on avait vu les différents quartiers, c'est-à-dire le centre d'affaires, les grands quartiers résidentiels, le réseau urbain extrêmement dense, les grandes autoroutes. Okay, donc on avait vu ça en classe, et moi je demandais comme une sorte d'évaluation en fait, de le faire dans le jeu. Et donc,
le bilan un peu de cette séance que j'ai filmée en partie, encore une fois, c'est disponible sur ma chaîne YouTube pour plus de détails. Bah, le bilan de la... pardon, oui, j'ai oublié de parler de ça. Donc, je me suis inspiré, en fait, pour faire cette séance, des travaux d'Yvan Hochet, qui est un des créateurs, justement, du réseau Ludus, dont je vous parlais avant, là, du site qui regroupe les différentes activités, qui, donc, justement, pour aider les élèves, avait produit un plan de la ville américaine, qui est caractérisé, encore une fois, par un plan géométrique, on va dire. Et moi, je leur demandais, justement, à la fin, pour valider leurs travaux, valider leur ville, finalement, que justement ces différents items soient visibles sur leur ville. D'accord ? Et à chaque fois, je notais est-ce qu'on le voit bien, peu ou nettement. D'accord ? Alors, donc, j'y viens. Le bilan, oui, de cette séance. Bah, alors évidemment, ça change l'implication des élèves, c'est sûr. Il y a un aspect motivant, évidemment, pour 90% des élèves, parce qu'encore une fois, il ne faut pas croire que l'utilisation de l'informatique ou des jeux vidéo, c'est magique. Il y a certains élèves, oui, qui, par exemple, s'ils n'ont pas d'ordinateur chez eux ou de jeux vidéo, pour eux, ça, c'est pas naturel de mettre en place ce type de choses. Donc, il faut évidemment le prendre en compte. Il faut également prendre en compte, pour les enseignants, encore une fois, le fait que c'est des séances beaucoup plus bruyantes que d'habitude. Ça, je ne vais pas trop anticiper. Mais évidemment, oui, ça les surexcite, c'est sûr. Donc, évidemment, ils sont beaucoup plus dynamiques, mais bon, on ne va pas s'en plaindre. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment le sentiment de faire un travail de géographie. Parce qu'on est en face, vous voyez au niveau des graphismes, d'une représentation relativement réaliste d'une ville, donc, pour eux, c'est comme s'ils faisaient un croquis, en fait, quoi. Donc, du coup, on a vraiment une conscience de faire de la géographie qui est quand même assez intéressante. Et que ce soit les élèves en difficulté ou les très bons élèves, on va dire, ceux qui ont des bons résultats scolaires, se sont tous mis au travail. Et ça, c'est vrai que, du coup, c'est assez intéressant. Intéressant aussi de réinvestir des savoirs du cours, évidemment. Donc, ils ont reproduit ce qu'ils ont vu en classe. C'est une sorte de contrôle de connaissances. Je vous disais qu'ils étaient 2 par ordinateur. Alors, il y a une autre raison, j'en parlerai après, mais comme aspect positif, c'est évidemment le fait qu'ils échangent entre eux, ils se concertent pour savoir justement la politique d'aménagement qu'ils vont mettre en place, par exemple. Donc, il y a cet aspect de collaboration, d'entraide aussi, qui est assez importante. Et autre chose aussi dont on parle assez peu quand on parle des jeux vidéo, c'est que, comme je l'ai mis, il y a une nouvelle approche, on va dire plutôt de l'échec. C'est-à-dire que souvent, on se retrouve en face d'élèves qui, si on prend des exercices classiques de compréhension de texte, butent, n'y arrivent pas et ne persévèrent pas. Okay, dans le cas des jeux vidéo, je me suis retrouvé en face d'élèves justement qui n'y arrivaient pas, qui se mettaient un peu en colère devant le jeu. Et je suis allé les voir en disant « Mais non, tu n'as qu'à faire une nouvelle partie, tout simplement. » Et là, ils sont assez surpris de voir que finalement, leur erreur n'a pas vraiment de conséquences. Non, ils ont juste à cliquer sur nouvelle partie, ils vont avoir un nouveau territoire vierge, et du coup, ils vont pouvoir recommencer. Donc en fait, en gros, l'échec est moins traumatisant, en fait, pour eux. Et donc, je pense que c'est un aspect aussi assez intéressant. Alors, j'essaie d'accélérer, par contre. Alors, séance scalaire extrêmement positive présentée comme ça, sauf que moi, elle m'allait assez peu, au final. Pourquoi ? Parce que je l'ai proposée, comme je vous l'ai dit, en évaluation. Sauf que pour ceux qui connaissent un peu SimCity, et notamment les vieux SimCity, le problème c'est qu'on ne peut produire que des villes de type américaine dans SimCity. On a, comme je vous l'ai dit, un jeu vidéo est une représentation du passé, pour les jeux d'histoire, on va dire, ou soit de l'espace. C'est-à-dire que là, SimCity est un jeu réalisé par une société américaine. Donc du coup, dans ce jeu, dans ces vieilles versions du moins du jeu, on ne peut faire que des villes américaines. Donc du coup, le fait de le placer en évaluation, finalement, c'était pas extrêmement pertinent. Parce que, c'est pas qu'ils pouvaient que réussir, mais la marge d'erreur était du coup assez faible. Donc ça m'allait assez peu. C'est pour ça que j'ai décidé en gros de changer de manière l'année dernière d'aborder le jeu vidéo, avec justement le jeu Stronghold en 5e, que j'ai placé non pas à la fin pour les évaluer, mais en début de séance. Je vais peut-être mettre une petite vidéo pour que vous compreniez ce qu'est Stronghold. Je crois que je l'ai prévu, il est ici.
Je coupe le son parce que ça ne nous intéresse pas. Alors, Stronghold, c'est quoi? C'est un jeu de gestion de seigneurie médiévale. C'est le SimCity, on va dire, mais à l'époque médiévale, en gros. Voilà, on construit sa seigneurie, on place son donjon, on donne du travail à ses paysans, et en gros, ce qui est intéressant pour nous ici, c'est qu'on est dans le rôle du seigneur. Et on a les pouvoirs du seigneur. Ok? Ça rentre dans le programme de 5e qui nous demande d'étudier justement l'organisation féodale au Moyen-Âge. Et le jeu est intéressant sur plusieurs aspects. Stronghold est un jeu qui date de 2000, donc nos ordinateurs arrivent à le faire tourner, ça c'est important, évidemment, parce qu'on n'a pas des bêtes de course dans l'éducation nationale. Il est très simple d'accès, encore une fois, on a besoin en fait quasiment que de la souris. Encore une fois, les élèves arrivent à jouer très facilement à ce genre de jeu. Encore une fois, c'était une séance de 2 heures que j'avais mis en place. Alors, par contre, quel est le but dans tout ça? Alors, je reviens laborieusement à mon PowerPoint. Quel est le but dans tout ça? Est-ce qu'il suffit de commencer son chapitre sur le Moyen-Âge par ce jeu pour comprendre le Moyen-Âge? Non. Le jeu comporte des éléments réalistes, mais également des éléments fantaisistes. Et c'est là un peu l'intérêt, je trouve, d'utiliser le jeu vidéo en histoire, c'est d'avoir ces 2 lectures, en fait. Alors, je vais vous donner un exemple assez précis. D'abord, oui, comment j'ai cadré un peu ma séance? J'ai donné 3 scénarios en fonction un peu du niveau des élèves. Encore une fois, ils étaient par 2. Et je devais justement leur demander plusieurs missions. En gros, soit donc gagner le plus d'argent possible, c'est-à-dire ponctionner le plus possible ces paysans, sans prévenir les élèves bien sûr que ça va leur attirer des mécontentements. En 2, avoir la seigneurie la plus peuplée possible, en offrant une nourriture plus variée que les autres, parce qu'on peut aussi gérer la nourriture dans la gestion de la seigneurie. Ou alors, pour le dernier scénario, construire une seigneurie, enfin militariser, on va dire, sa seigneurie en produisant remparts et chevaliers. Bref, alors, j'accélère un peu, parce que je crois que je suis un peu long. Alors, une petite capture du jeu, où là, justement, on a un des aspects des pouvoirs du seigneur. C'est-à-dire qu'ensuite, on est retourné en classe après l'heure et demie de jeu, et donc on commence notre cours, on note le titre, comme d'habitude, et je leur demande, alors, dans le jeu, qu'est-ce que vous avez vu sur les pouvoirs du seigneur? Quels étaient vos pouvoirs à vous, vu que vous étiez seigneur, justement, dans le jeu? Là, ils formulent. Pouvoir militaire, ok, c'est réaliste. Pouvoir financier, c'est-à-dire que le seigneur peut prendre des impôts sur ses paysans. Sauf que, dans le jeu, c'est fait de manière un peu simpliste, on va dire. Vous voyez, là en bas, on a le menu, on décide soit on met des impôts faibles, soit forts, soit en gros, on n'a qu'une seule variable d'impôt. Dans la réalité de l'époque médiévale, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Donc, ce qu'on faisait à ce moment-là, c'est qu'on confrontait la vision du jeu avec des documents historiques, classiques, provenant des manuels. Rassurez-vous, on ne va pas lire ce texte, mais voilà, par exemple, dans ce texte, on nous explique concrètement tous les différents impôts et travaux que devait le paysan à son seigneur. Et là, du coup, c'est intéressant parce qu'on fait comprendre aux élèves qu'un jeu vidéo ne retranscrit pas, tout comme un film, tout comme une œuvre littéraire, la réalité de son époque. Et là, on explique, du coup, avec les élèves, et du coup, on le notait un peu dans le cahier, la phrase que je viens de dire, finalement, et on expliquait justement pourquoi les développeurs, ils n'ont pas conçu ça comme la réalité historique. Parce que ça aurait été beaucoup trop complexe à jouer et que ça aurait ennuyé le joueur, par exemple. Donc, il y a cet aspect qu'on va appeler... parce que vous allez me dire, et je vous comprendrai, que c'est pas dans le programme, tout ça, alors à quoi ça sert d'utiliser un jeu vidéo? C'est vrai, mais c'est faux en même temps, parce qu'on nous demande, entre autres, dans mon métier, de faire ce qu'on appelle de l'éducation aux médias. C'est-à-dire d'apprendre un peu, c'est dans les programmes, d'apprendre aux élèves comment sont construits les médias, quelle idéologie ils peuvent véhiculer, et je trouve que là-dedans, le jeu vidéo a toute sa place, en le déconstruisant justement avec les élèves, pour leur montrer qu'un jeu vidéo est une représentation du passé. Alors, ce qui est intéressant dans SimCity, dans Stronghold, je vous l'ai dit, c'est le gameplay extrêmement simple, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux, et notamment d'un jeu qu'on met en avant extrêmement souvent quand on parle de jeux vidéo, c'est la série des Assassin's Creed, qui prend place à chaque fois, parce qu'il y a eu 5
jeux Assassin's Creed, 5 jeux classiques, on va dire, qui prennent place dans des environnements extrêmement réalistes. Là, vous avez Assassin's Creed Unity, qui est le 5e de la série, qui prend place dans le Paris révolutionnaire, où vous avez une représentation quasi photoréaliste de Notre-Dame de Paris. Et donc, à chaque fois, à chaque sortie de jeu, les médias disent « Mais pourquoi les enseignants ne l'utilisent pas en classe? C'est génial, etc. » Oui, je veux bien, sauf que ce jeu demande beaucoup de ressources, il faut des ordi extrêmement puissants ou des consoles. On n'y pense pas dans nos classes, évidemment, c'est impossible matériellement parlant. C'est un jeu très violent, c'est un jeu qui est quand même interdit, enfin, qui est conseillé plutôt, parce qu'il n'y a pas d'interdiction formelle, mais conseillé pour les plus de 18 ans. C'est marqué sur les boîtes, en gros, je dis ça pour les parents. Donc déjà, évidemment, il y a des scènes de violence qu'on ne peut pas montrer en classe et que, enfin, ce serait pas intéressant de montrer déjà à la base. On a ça, et surtout, donc, pour ça que je parle du gameplay ici, c'est que c'est un jeu difficile à jouer. Et donc, moi, je veux bien donner la manette aux élèves, mais si c'est pour qu'ils mettent plus d'1 heure à comprendre comment ça fonctionne, ça va pas. C'est-à-dire qu'il y a c'est là la difficulté de l'utilisation du jeu vidéo à l'école, c'est qu'il y a le temps du jeu, le temps d'apprendre le jeu et de finir la partie, qui correspond généralement pas à nos 50 minutes de cours. 45 quand ils sont calmes. 10 fois moins. Ok, donc voilà, il y a aussi, c'est bien beau de dire ça dans les médias, mais voilà, sur le terrain, c'est quand même autre chose. Par contre, si on ne fait pas jouer les élèves, le prof peut jouer, par contre. Et là, c'est ce que j'ai un peu développé dernièrement, et d'autres collègues le font également, c'est de soit prendre en main, enfin oui, je vais simplifier ça comme ça, prendre en main la manette pour justement montrer certaines choses aux élèves. Donc là, la contrainte matérielle, elle est mise de côté. Et donc, j'ai un de mes collègues, j'ai pas mis son nom d'ailleurs, il va m'en vouloir, qui s'appelle Julien Lalu, qui est enseignant dans l'académie de Poitiers, et donc qui, avec ses élèves de seconde, donc on est au lycée cette fois, utilise le jeu vidéo Skyrim pour justement montrer certains aspects de la vie médiévale, avec les précautions qu'il faut, parce que une partie du monde de Skyrim est dans un monde totalement fantastique, il y a des dragons, des monstres, etc. Mais l'organisation des seigneuries, l'organisation sociale aussi des villes, est par contre extrêmement réaliste, parce qu'elle calque en gros la civilisation nordique. Par exemple, on n'appelle pas ça les seigneurs, mais on appelle ça les jarls dans le jeu. Donc c'est expliqué comme ça dans le jeu. Donc que ce soit au niveau de l'organisation des seigneuries, ou même l'organisation sociale, c'est-à-dire les différents groupes sociaux, c'est un jeu qui colle quand même plutôt à la réalité. Et donc, comment lui, il a utilisé le jeu? Il a ramené sa console ou son ordinateur dans un amphithéâtre, dans son lycée. Il a joué. Il avait fait venir 2 ou 3 de ses classes dans l'amphithéâtre, et les élèves devaient prendre des notes en fonction de ce que le prof montrait, manette en main. Et le prof ne commettait aucun acte de violence, du coup pas de problème. Ok ? Et voilà, donc je me suis un peu inspiré de lui, on va le dire, et du coup oui, je n'ai pas montré, mais il a produit justement un croquis avec ses élèves, parce que c'est bien d'utiliser le jeu vidéo, mais il faut qu'il y ait une trace sur le cahier, il faut quand même produire des connaissances, et c'est ce qu'on fait généralement à chaque fois, avec les différentes parties d'une seigneurie médiévale, avec les tenures, les réserves, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, du moins il y a une production à la fin, et ça c'est assez intéressant. Et je me suis donc calqué un peu sur ce qu'il a fait pour produire une petite séquence pédagogique à l'aide, cette fois d'Assassin's Creed, en 5e. Alors, j'ai produit une vidéo, c'est-à-dire que je me suis capturé en train de jouer, j'ai capturé ma partie, où je suis, ici. Et je vais vous expliquer donc en parallèle. Donc, j'ai conçu plusieurs extraits de la ville de Damas, la ville musulmane de Damas, donc à l'époque médiévale, au XIIe siècle, parce que c'est une partie tout simplement du programme de 5e, d'étudier la civilisation musulmane, à l'époque notamment des croisades. Et donc j'ai capturé ma partie, j'ai fait un petit montage justement pour montrer les différentes parties d'une ville musulmane au XIIe siècle, avec la première extrait, c'était pour montrer les remparts, qui est caractéristique d'une ville médiévale. Ensuite, on passe dans les souks, donc qui sont ces quartiers marchands couverts, caractéristiques encore une fois des villes médiévales. Je ne vous fais pas, rassurez-vous, toute la vidéo, mais l'idée, voilà,
Ensuite, je vais vous expliquer comment je vais essayer de l'exploiter en classe la prochaine fois, c'est-à-dire dans un petit mois, je pense. Le bâtiment le plus remarquable de la ville, c'est la grande mosquée des Omeyyades, qui est justement assez bien reproduite dans le jeu. Différents minarets, la coupole, etc. Et la cour intérieure dans laquelle je vais, je pense, juste après. Alors, donc, je montre différentes parties de la ville. Ok, mais alors pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font les élèves pendant qu'ils regardent ça? Mais ils font la chose suivante, ils vont remplir la carte que j'ai réalisée ici, avec les différents extraits en fonction justement de la vidéo que je vais leur passer. C'est la carte du jeu, par contre. La suite va être intéressante justement. C'est la carte du jeu que je leur demande de remplir avec la vidéo. Et là, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que Assassin's Creed, encore une fois, nous montre la réalité historique avec ses beaux graphismes extrêmement bien détaillés? Encore une fois, non. D'accord? Encore une fois, non. Les développeurs d'Ubisoft font des choix dans leur représentation de la ville. Et c'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie de notre cours. On va décortiquer le jeu. Est-ce que la vidéo qu'on vient de voir là, est-ce que c'est le vrai Damas du Moyen-Âge? Pour certaines choses, oui. Pour certaines choses, non. Alors, vous êtes attentifs, vous avez très bien vu justement les détails de cette carte. Et là, qu'est-ce qu'on fait après? On prend la carte du manuel. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque rapidement? Alors, je ne vous fais pas le cours, mais on remarque, donc ça c'est la carte du manuel, donc réaliste globalement. On voit ici que dans le jeu, cette rue droite, déjà elle n'existe pas. Alors pourquoi elle n'existe pas? À mon sens, c'est parce que ça n'aurait pas été intéressant à jouer. Parce que si vous connaissez un peu les Assassin's Creed, l'idée, c'est d'aller de bâtiment en bâtiment, de sauter, de faire des grands sauts complètement impossibles dans la vraie vie, mais c'est l'intérêt du jeu vidéo, c'est de faire des choses incroyables. Et voilà, reproduire cette grande voie romaine droite n'aurait pas été intéressant d'un point de vue du jeu, du gameplay. Donc ça, on peut l'expliquer aux élèves, je pense que c'est assez compréhensible. Par contre, d'autres idées plus contestable, on va dire. C'est que là, vous voyez notamment dans la légende que dans le Damas médiéval, il y avait des synagogues, il y avait des églises. C'était une ville assez multiconfessionnelle, on va le dire. Dans le Damas d'Ubisoft, donc qui est le développeur du jeu, Assassin's Creed, il n'y a pas ni église, ni synagogue. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont rendu cette ville musulmane encore plus musulmane, on va dire, qu'elle ne l'était à l'époque. Donc, il y a cette volonté un peu de caricaturer, de simplifier justement certains faits historiques, comme on l'a ici avec justement la présence d'autres religions dans cette ville, ce qui n'apparaît pas dans le jeu. Il y a autre chose qui n'apparaissait pas dans le jeu. Oui, il y a des mosquées qui ne sont pas présentes au XIIe siècle, mais plutôt au XVIe siècle. C'est-à-dire qu'en plus, ils ont rajouté des mosquées qui sont construites qu'après la période du jeu, pour renforcer encore la dimension musulmane de la ville, qui n'était pas si marquée à l'époque du jeu. Donc voilà, ce qui me semble extrêmement important quand on parle de jeux vidéo à l'école, dans le cas de l'histoire évidemment, c'est de décrypter le média avec les élèves à chaque fois. Parce que un jeu, comme un film, je le redis, mais ne montre pas la totale réalité. Alors, je montre juste 2-3 choses en plus. Alors, pourquoi je parle de ça? Ce qui est extrêmement important, donc c'est ce que je disais, c'est le fait d'éduquer les élèves à décortiquer un média, quel qu'il soit. Et ici, j'aime bien prendre cet exemple, l'introduction du jeu qui s'appelle Soldats inconnus, Mémoire de la Grande Guerre, encore produit par Ubisoft, et développé par Ubisoft, qui justement nous propose de suivre un groupe de personnes, soit de soldats, globalement, on va simplifier globalement, des soldats, pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est un jeu qui a eu un grand succès il y a 2 ans maintenant, quand il est sorti. Sauf qu'encore une fois, idéologiquement, je trouve qu'il y a 2-3 problèmes, puisque cette image de l'introduction du jeu, donc, est un détournement d'une autre image assez célèbre. Alors peut-être que vous avez reconnu ou pas, mais je vous donne la réponse instantanément. Oui, là, on a à gauche la photo de Jean Jaurès le 25 mai 1913, qui est reproduit ici, la posture est la même, il y a un drapeau, et si vous regardez les 3 personnes sur sa droite, sont exactement les mêmes dans l'introduction du jeu, sauf qu'il y a quand même une petite manipulation idéologique derrière tout ça. C'est-à-dire que le drapeau rouge, caractéristique du socialisme à l'époque, de l'internationale ouvrière globalement, est remplacé par le drapeau tricolore. Et surtout, le Jaurès du jeu, alors il n'est pas
je reviens un peu en arrière, il s'est pas marqué que c'est Jaurès dans le jeu. On voit juste cette image extrêmement rapidement. Mais donc, le personnage du jeu tient dans sa main un document, donc un ordre de mobilisation générale. Donc, un personnage qui est en train de pousser les gens à s'engager à la guerre. Ce qui n'était pas trop le message de Jaurès, qui était plutôt pacifiste. Il est mort pour ça, d'ailleurs, quand même. Donc là, on a quand même une manipulation, on va dire, de l'histoire, une instrumentalisation plutôt de l'histoire, quand même, qui me dérange un peu, même si je ne pense pas qu'Ubisoft ait fait ça à des fins, malfaisantes, on va dire. Mais c'est juste parce que je pense que c'est une photographie quand même très connue de cette période, qui se sont permis de le reprendre en le modifiant, mais en changeant complètement la portée politique du discours de Jaurès. Okay, donc la mémoire de Jaurès finalement est assez modifiée ici. D'ailleurs, la mémoire de Jaurès n'a pas besoin de ça par les temps qui courent, le pauvre. Mais les jeux vidéo donc peuvent proposer encore une fois une vision assez orientée de l'histoire. Je continue rapidement. J'ai un peu de temps encore ou pas ? Oui ? Un peu ? Ok. Je continue sur l'œuvre d'Ubisoft, puisque il me semble qu'elle comporte aussi d'autres petits soucis. Donc en gros, le jeu d'Ubisoft, c'est un jeu d'énigmes, en gros. Et encore une fois, comme pour Assassin's Creed, il était marqué dans les journaux spécialisés ou dans les grands médias que ça permettait d'apprendre l'histoire et que du coup c'était assez intéressant. Pourquoi pas, mais encore une fois, il y a certaines faiblesses. Si on prend déjà... La grande majorité des énigmes du jeu ne sont pas bien intéressantes d'un point de vue éducatif, parce que là on voit, on doit orienter des tuyaux pour que ça complète un certain schéma et que ça nous fasse avancer dans l'histoire. Il n'y a rien d'historique là-dedans. Mais il y a un point, par contre, qui aurait pu être bien mieux fait dans le jeu. Le jeu nous propose, en parallèle de l'avancée de l'histoire, de collecter des petits objets. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais par exemple, derrière le personnage, vous avez un casque allemand. Et quand on le ramasse, ça nous donne une petite fiche pédagogique, qui est plutôt bien, donc de 6-7 lignes, qui explique un peu les objets du quotidien des soldats allemands, français ou des civils à l'arrière, et donc qui ont un peu ce but de nous apprendre un peu le quotidien, comment les gens vivaient à l'époque de la Première Guerre mondiale. Sauf que c'est très mal fait, je pense, dans le jeu, parce que c'est complètement optionnel. On n'est pas obligé de prendre ces objets pour avancer dans l'histoire. Et donc, du coup, ça aurait pu être mieux intégré au gameplay. C'est pour ça qu'à chaque fois, je reviens sur cette idée de la manière de jouer qui est importante pour comprendre justement un fait historique ou des mécaniques géographiques, par exemple. De quoi je voulais parler ? Oui, alors la question du matériel, elle est aussi assez importante. Je fais un peu un choix pour ne pas être trop long dans ce que je veux parler. Parce que oui, si on avait justement un matériel, on va dire, suffisant, c'est sûr que les possibilités du jeu vidéo sont assez infinies. Là, on a l'exemple de Total War Rome, deuxième épisode donc, qui nous propose une représentation. On peut justement, soit du côté romain, je crois, ou soit du côté gaulois, refaire la bataille d'Alésia, par exemple. Et il serait évidemment assez impressionnant, assez intéressant de montrer ça aux élèves, plutôt que des petits schémas qu'on a l'habitude dans les manuels. Mais encore une fois, déjà, c'est évidemment un jeu assez compliqué à prendre en main. Et ça demande des moyens techniques que l'on n'a pas. On peut se poser aussi la question des jeux qui peuvent apprendre l'histoire ou notamment la guerre hors du contexte scolaire. Là, il y a un jeu assez excellent que je vous conseille qui s'appelle This War of Mine, qui est un jeu qui parle de la guerre mais sans la faire. C'est-à-dire qu'en gros, on joue... Alors, le contexte du jeu est un peu fantastique, mais ça rappelle un peu le contexte du siège de Sarajevo pendant la guerre de Yougoslavie. Et on doit justement s'occuper d'un groupe de civils qui est enfermé dans Sarajevo, et on doit s'occuper de leur santé, de leur approvisionnement en nourriture, de ce genre de choses, bref, du quotidien des civils. Et ça, c'est vrai que en temps normal, déjà, ou même dans les jeux vidéo, on incarne souvent plus les soldats
virils et puissants plutôt que les faibles. Et donc là, c'est un jeu qui nous montre un peu cet aspect et qui est assez intéressant. Je parle un peu des autres collègues quand même. Les jeux vidéo ne sont pas utilisés qu'en histoire et en géographie, mais l'exemple de jeu vidéo qui est très intéressant, évidemment, c'est Minecraft, parce que Minecraft, c'est une sorte de jeu de Lego, si vous préférez, pour ceux qui ne connaissent pas, où on peut... Il n'y a pas finalement de règles. On fait un peu ce qu'on veut. On peut construire un peu ce qu'on veut. Et c'est ce que fait très bien mon collègue Stéphane Cloâtre, donc, qui est enseignant en technologie dans un collège de Fougères en Bretagne, qui utilise très bien ce jeu pour, ici par exemple, là c'est un morceau de ses cours, où il montre à ses élèves, enfin il fait avec, ses élèves, ils reconstruisent le château de Fougères, qui justement ils ont les plans du château, les vrais plans, hein, et ils le reconstruisent dans le jeu. Donc ça, c'est un élément assez important. Je termine, pour finir, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais vraiment finir un jour. Je vous recommande le blog de mon collègue en français, Alexis Hassler, qui s'appelle donc FLE et jeux vidéo. Alors FLE, c'est quoi? FLE, c'est français et langue étrangère. Donc le métier d'Alexis Hassler, c'est d'accueillir des élèves qui viennent d'arriver en France en fait, et qui ne maîtrisent pas la langue française encore, et de leur apprendre, en utilisant des fois, encore une fois c'est comme moi, hein, pas tout le temps, hein, des fois des jeux vidéo pour leur apprendre un peu plus de vocabulaire. Et il utilise avec brio, je trouve, le jeu que vous avez ici qui s'appelle Journey. Je vous montre ce que c'est Journey. C'est pas ça. C'était la présentation. Voilà, c'est la suite. Journey, c'est un jeu très poétique qui nous met dans la peau de ce petit personnage. Il n'y a aucun texte, aucune parole orale. Il n'y a rien pour raconter l'histoire, en gros. Et c'est à nous de guider justement ce petit être vers son but qui a l'air d'être la montagne assez lumineuse qui se trouve à l'horizon. Et c'est un jeu assez court qu'on peut faire en 2-3 heures, aucune violence, ça c'est intéressant. Et en gros, qu'est-ce qu'il fait avec ses élèves? Il leur demande ensuite de formuler des hypothèses, soit à l'oral, soit à l'écrit. Encore une fois, sur son blog, il détaille tout vraiment très très bien. Et donc voilà, c'est intéressant d'utiliser le jeu vidéo dans cet aspect-là, d'utiliser la dimension poétique, imaginaire des jeux vidéo pour construire un récit. C'est ce qu'il fait donc en français. Et je voulais vous le montrer pour vous montrer aussi que les jeux vidéo, c'est pas que Vroom Vroom ou Pampan, mais qu'il y a des jeux qui sont ludiquement très intéressants, qui sont en plus très beaux d'un point de vue artistique. Je terminerai par dire que, encore une fois, les jeux vidéo, c'est pas magique, hein, ça gomme pas les inégalités pour autant. Je parlais d'Assassin's Creed ou des autres jeux, évidemment que les élèves qui ont du matériel chez eux, oui, sont déjà plus, aptes à prendre en main ensuite à l'école ces différentes machines qui ont déjà une logique qui sont un peu plus en avance, donc ça gomme pas les inégalités. Mais le numérique non plus. Et j'ai envie de m'arrêter là-dessus, c'est que c'est quand même une grande part de la communication du ministère et de l'institution ces dernières années, c'est l'utilisation du numérique à l'école. On met le paquet d'un point de vue de la com, mais également des moyens financiers là-dedans. Et je tiens à dire que c'est un peu une vitrine tout ça. Hein. C'est que moi je veux bien qu'on mette le paquet là-dedans, mais nous au quotidien sur le terrain, c'est pas de tablette ou d'ordinateur qu'on manque, hein. C'est d'infirmières scolaires, c'est de conseillers d'orientation, c'est de surveillants. Donc ça on en parle assez peu, mais voilà, on a cette idée, je trouve, du numérique qui gomme un peu tout, merci, et qui font un peu oublier au grand public les problèmes qu'on rencontre, en quotidien un peu dans nos établissements et qu'il ne faut pas oublier. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'on voit un peu mieux comment on peut utiliser les jeux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Alors moi je voulais savoir par rapport à ton expérience à travers le jeu vidéo dans l'histoire, un peu le balbutiement de ces quelques années, est-ce qu'il y a un réel progrès dans les connaissances des élèves ?
Je ne vais pas vous mentir, j'en sais rien. Parce qu'en fait, je ne peux pas mesurer... ça fait que 2 ans vraiment que j'utilise des jeux vidéo et je ne peux pas vraiment le mesurer et je pense qu'on ne peut pas en fait. Est-ce que tu sens qu'il y a, je sais pas, une motivation dans Ah oui. l'apprentissage, dans la connaissance et, je sais pas, le désir de prendre des bouquins pour se documenter un peu plus? Ou se contenter de quelques histoires historiques un peu bancales, puisqu'il y a du vrai et du faux? Est-ce qu'ils ont la démarche de chercher la vérité? Oui, après ça dépend évidemment du profil de l'élève. Mais ce qui est assez intéressant au niveau de la manière dont ils perçoivent ce média, c'est que ça ne recoupe pas vraiment les catégories classiques des résultats scolaires. Certains très bons élèves qui ne sont peut-être pas habitués à jouer à la maison ont un peu de mal à accrocher, alors que certains élèves qui sont en difficulté, peut-être parce qu'ils jouent beaucoup à la maison, là déjà prennent en main assez rapidement le jeu et vont poser pas mal de questions, et pas mal de questions sur comment on fait un jeu vidéo. Et du coup, ça peut permettre de répondre un peu à votre question de tout à l'heure, c'est que aussi, en plus de faire nos disciplines, faire de l'éducation aux médias, etc., on doit aussi, quand on est professeur principal, les orienter, évidemment, vers les différentes orientations, différents métiers. Et quand on parle de jeux vidéo, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas une personne qui fait un jeu vidéo. Il y a une personne qui va faire les graphismes, une personne qui va faire la programmation, donc tout ce qui est code, on va dire. Une personne qui va faire la musique, une personne qui va faire les recherches historiques, parce que des fois, pour Assassin's Creed, ils recrutent par exemple des historiens. C'est un média qui est pluridisciplinaire. Et donc cet aspect, ça les intéresse assez de savoir un peu ce qui se cache derrière le graphisme. Cet aspect, c'est jamais, on va dire, l'histoire générale, c'est les rendre curieux sur comment on construit un jeu vidéo. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, on va dire, de la guerre de 14. J'allais y revenir. Mais si, par contre, oui, certains, alors, pour reparler de ces élèves un peu en difficulté, oui, ça les dynamise au niveau de leur curiosité et de la parole. Je les trouve, encore une fois, j'ai une maigre expérience, je ne peux pas vraiment tout définir, mais je trouve que moi, ça les pique un peu. Pour certains, ça les réveille un peu. Ouais. Après, faudrait évidemment faire une analyse sur le long terme, mais c'est d'ailleurs un peu... Je vous mets les éléments là si vous voulez me contacter, on va dire. C'est le but de mes prochaines recherches, puisque je vais démarrer un master en sciences de l'éducation en octobre, dont le but serait de produire un mémoire justement de recherche sur l'utilisation du jeu vidéo à l'école. Mais voilà, de manière complètement neutre. Encore une fois, voilà, moi, je suis payé par personne, donc je ne suis pas là pour faire la promotion d'utilisation de jeux vidéo à l'école. Je suis conscient que ça peut... ne pas être plus intéressant qu'un autre, mais je trouve que les mettre en activité par le jeu, ça apporte tout de suite quelque chose, mais à condition qu'on récupère tout ça derrière en classe, qu'on n'utilise pas juste le jeu vidéo comme juste une distraction. Si ça me ramène un peu à la polémique qu'il y a autour de Pokémon Go en ce moment, là, parce que c'est un jeu un peu qui a pas mal de succès cet été. J'entendais en venant, là, en prenant le train, j'entendais à la radio, ils interviewaient ils ont fait tout un reportage sur, apparemment, ça serait la panique dans les établissements scolaires à la rentrée, je ne sais pas si vous avez entendu ça. En vérité, on s'en moque un peu de ce jeu. Enfin, ça ne nous perturbe pas plus que ça, que les élèves... les journalistes disaient que peut-être que les élèves vont jouer en cours ou je ne sais quoi. Non, enfin, les portables sont pas autorisés dans les établissements. Ça va bien se passer à ce niveau-là. Hein. Je trouve la polémique un peu curieuse. Nous avons une autre question ici. Juste une remarque, une intervention aussi. Vous avez parlé du numérique et jeux vidéo. Le numérique, ce n'est uniquement les jeux vidéo. Donc, non. Quand dans l'éducation nationale ou même dans l'enseignement supérieur, on met en avant le numérique, ce n'est pas forcément au travers simplement de jeux vidéo. J'ai pas dit ça, je pense. Mais... Non, mais je dis, c'est moi qui le dis, que le numérique ne se réduit pas aux jeux vidéo. C'est moi qui l'affirme. D'accord. Et donc j'en ai un peu pour preuve que en particulier les MOOC qui sont produits par les universités, ça je le dis pour l'ensemble du public, il existe
des cours d'enseignement supérieur, mais dans tous les domaines les plus variés qui sont produits par les universités, qui sont des fois d'un niveau simple, d'un niveau complexe, et qui font appel à ce qu'on appelle le numérique. C'est-à-dire, ce sont des conférences, ce sont des documents, ce sont des iconographies, ce sont des recherches sur le net qui permettent de faire des cours extrêmement attrayants. Et donc, ce que je pense, c'est que au-delà du jeu de vidéo, le numérique, y compris dans l'éducation nationale chez vous, dans les lycées ou collèges, ça peut être aussi, et ça doit être, et je me doute bien que vous le faites, puisque vous l'avez montré, comment vous essayez de jeter un regard critique sur le jeu vidéo, mais aussi ce qui est capital et important, c'est par le numérique de jeter un regard critique sur Internet. Ah oui. Ouais. Et je ne doute pas que vous le fassiez. Et là, ça me paraît être vraiment un combat capital, tant dans le domaine qui est le nôtre, nous ici, diffusion de la culture scientifique, dans un endroit comme celui-là, on trouve des contre-vérités énormes, flagrantes, terribles sur Internet, et que donc, peut-être qu'au-delà du jeu vidéo, un des messages que porte l'éducation nationale, c'est éduquer les jeunes à l'utilisation d'Internet, à l'utilisation du numérique en général. Alors, vous le faites bien au travers de jeux vidéo, puisque vous montrez l'exemple de Damas, c'était très illustratif, très bien fait, mais on rencontre tellement d'autres choses. Ubisoft simplifie son jeu, vous l'avez expliqué, mais tellement d'autres choses affreuses et d'un point de vue éducatif aberrantes sur Internet que je suppose qu'il y a un travail énorme à faire. Oui, après, est-ce que nous, enseignants, on peut tout faire je ne sais pas, c'est compliqué, mais ce qu'on trouve sur Internet, oui, moi, tous les ans, j'ai des questions sur les théories du complot, voilà, dès qu'on parle du 11 septembre ou les événements les plus récents, et c'est extrêmement compliqué, ouais. C'est extrêmement compliqué. Mais capital, parce Ah oui, oui, oui. c'est un problème d'éducation globale. Sur le créationnisme et le darwinisme, En plus, ouais. il y a un combat à mener terrible. Ouais. Alors, il y a une jeune fille qui a une question. Est-ce que vous avez, par exemple, des jeux parmi ceux que vous avez démontrés, est-ce que vous avez des jeux à conseiller pour des classes de primaire, CM2, CM1, CP, des trucs comme ça? Alors, je ne suis pas enseignant en primaire, donc je ne sais pas trop. Je réfléchis comme ça. Pour l'histoire de la Première Guerre mondiale, par exemple, je trouve que le jeu que j'ai présenté à un moment donné, j'y reviens, le jeu Soldat Inconnu peut être assez intéressant, parce qu'il n'est pas violent, déjà, c'est bien, ça change. Et il nous montre un peu, oui, la réalité quand même du quotidien des soldats et de ceux qui ne combattent pas aussi. Donc je pense que ça peut être un jeu intéressant qui, en plus, certains collègues m'ont dit qu'ils l'utilisaient en classe, alors je ne sais pas encore de quelle manière, parce que l'idée de mes recherches, ce n'est pas de faire un mémoire de recherche sur moi, sur mes pratiques, mais d'essayer de collecter un peu ce que font aussi mes collègues. J'essaie un peu de vous en parler ici, j'espère que j'ai été clair. Mais sinon, je ne sais pas trop. Les jeux que fait mon collègue avec les enfants qui viennent d'arriver en France, par exemple, c'est un niveau de français, donc du coup assez basique, donc qui pourrait être utilisé justement en classe. Donc tu peux aller sur ce site qui s'appelle Fleu et jeux vidéo. Tu tapes ça sur Google et il a pas mal de listes de jeux en français qui peuvent être assez intéressants à jouer. Madame, une question? Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous aviez parlé aux parents d'élèves en réunion de ce projet que vous avez d'utiliser le jeu vidéo dans votre enseignement. Quelle était leur réaction? Et si vous en avez fait des partenaires en termes de peut-être justement recherche à la maison, exposé à préparer, devoirs de classe sur des jeux vidéo. Et si ce n'est pas fait, est-ce que ça peut être une piste à explorer? Pourquoi pas? Alors oui, c'est vrai que c'est la question un peu habituelle. Oui, alors qu'en pensent les parents? Alors, je reviens un peu en arrière. Pour SimCity et Stronghold, donc pour ces deux séances, j'ai prévenu les parents parce qu'en parallèle, je filmais. Et alors pour Stronghold, vous le verrez sur ma chaîne YouTube, c'est des journalistes qui sont venus voir un peu comment se passait la séance. Donc du coup, j'avais besoin des autorisations pour la diffusion des images. Mais en général, oui, je leur explique. Sauf que, alors je vais un peu vous décevoir, j'ai jamais de réponse. Que ce soit positif ou négatif, si on n'a pas de réponse négative, c'est que ça va
globalement. Mais j'ai pas de... je soulève pas non plus un élan enthousiaste derrière ça. Donc non, honnêtement, j'ai jamais eu encore... je l'ai fait pendant que 3 années scolaires, 2-3 années scolaires. Je pas eu à chaque fois, mais j'ai pas de... Peut-être. C'est dommage, oui. Après... Nous, en tant que parents, on a joué à Soldats Inconnus. Oui. Et effectivement, moi, en tant qu'enseignante, on n'est pas passé à côté de toutes ces options. C'était pour moi l'objectif premier. C'était d'aller voir toutes les options pour aller lire et s'enrichir du jeu. Alors le jeu, effectivement, n'est pas toujours historiquement enrichissant, mais le contexte est suffisamment attrayant. Et le parallèle, voilà, dont vous avez affiché l'image là. Et c'est vrai que j'ai cette double casquette-là, et je me dis, mais les parents d'élèves pourraient se saisir de ça s'ils en avaient, ne serait-ce que l'information. Moi, je l'ai parce que j'ai un époux qui est dans ce domaine-là, j'ai des enfants passionnés, je suis une enseignante en recherche, mais je pense que les parents d'élèves pourraient être bénéficiaires de vos recherches et de vos outils, parce qu'on a parfois, en tant que parents, besoin d'aide aussi pour accompagner nos enfants. Ouais. C'est-à-dire de conseiller donc, aux parents certains jeux qui pourraient être intéressants. Et puis on est intéressants. aussi démunis par rapport à l'utilisation des jeux vidéo, parfois un peu intempestifs ou isolants de nos propres enfants, de l'écran en soi. Et c'est vrai que récupérer cet objet qui est un peu chronophage à des fins éducatives, on a tout à y gagner en tant que parents aussi. Je pense, ouais, je pense. C'est vrai que je pourrais conseiller 2-3 jeux. Non, mais ça serait très intéressant. Du coup, pour avoir plus de retours de parents, ouais, je pense que ça serait intéressant. Je garde l'idée, en tout cas. Par contre, je rajoute juste un truc sur Soldats Inconnus. Je trouve que leur manière, justement, de... Comment dire ? Je trouve que les connaissances passent trop par du plaquage de texte, on va dire, sur le jeu. Et du coup, honnêtement, j'ai fait tout le jeu, on avait marre au bout d'un moment. J'ai envie d'apprendre en jouant et pas en m'arrêtant à chaque fois de lire un texte. Bon, j'ai beau aimer l'histoire, évidemment, bon, ça ne m'amuse pas. Il faut trouver d'autres biais. Par exemple, dans Assassin's Creed, on peut apprendre mieux, je trouve, en grimpant sur Notre-Dame de Paris, en jouant du coup et en voyant différentes parties d'une église gothique. Là, c'est intéressant. Le fait de lire, autant lire un livre, quoi, à la rigueur. Mais le jeu est quand même intéressant, quand même, c'est un progrès. Oui, pardon. Est-ce que ça vous arrive de parler avec les élèves des classifications des jeux et du fait que certains jeux sont très clairement déconseillés, voire interdits aux moins de 18 ans, parce qu'ils représentent des scènes où ils font jouer aux joueurs des scènes d'extrême violence, et que le fait d'avoir des enfants de 12-13 ans qui jouent de manière répétitive ou régulière, est-ce que c'est quelque chose que ça vous arrive de discuter avec eux ? On sait que certains élèves jouent beaucoup, parce que les parents nous en parlent. Moi, ce que je fais en début d'année, je leur demande un peu... alors je leur fais une petite fiche de présentation, mais j'aime bien leur demander un peu quels sont leurs livres préférés, leurs films ou les jeux justement préférés, pour connaître un peu leur culture personnelle. Et chaque année, je suis très surpris de voir à quel point ils peuvent jouer au GTA, par exemple, mais des élèves de 6e ou de 5e. J'ai un peu de mal à comprendre, je vous avoue, pour ceux qui ne connaissent pas GTA, je voulais en parler un peu. Les GTA sont donc des jeux où on joue, en gros, je simplifie, enfin, oui et non, mais je vais vite. On joue un gangster, en gros, et dans des villes assez réalistes, puisque notamment dans le cas du 4e opus de la série, le numéro 4, on joue dans la ville qui s'appelle Liberty City, mais qui est en partie une caricature. Ce n'est pas un copier-coller, mais c'est une caricature de New York. Et donc je voulais vous en parler. Alors non pas que je recommande l'utilisation de GTA en classe, rassurez-vous, mais je me demandais si on pouvait, enfin il y a une collègue qui m'en a parlé en fait, pour être honnête, de l'utiliser de la même manière que pour Assassin's Creed, c'est-à-dire pas de donner la manette aux élèves, sinon on se retrouve avec un carnage, je pense, mais c'est pareil, de prendre des captures du jeu pour montrer certains quartiers.
pourquoi pas du coup travailler sur la représentation de la ville dans ce jeu, comparer le vrai New York de sa représentation dans le jeu. Pourquoi pas. Après, j'ai peur que ça leur donne envie de jouer quand même. Oui, puis en plus, c'est créer quelque chose alors, à ce moment-là. Oui, oui, oui. Créer quelque chose qui Ouais. complique aux autres là, pour des images. Oui, bref, oui. C'est vrai que ça pourrait aussi ça poserait ce problème-là. Mais après, aussi de l'autre côté, ils n'ont pas besoin de nous pour jouer à GTA non plus, je pense. Donc là, ce qui se passe devant leur écran à la maison, c'est un peu dur pour moi d'avoir un effet là-dessus. Que ce soit GTA ou les Call of Duty notamment, qui sont des jeux où généralement on joue un soldat américain qui mène une guerre d'un point de vue très américain, encore une fois, c'est vraiment les gentils américains contre le reste du monde. Et les jeunes, ils jouent beaucoup, et alors que, comme je vous l'ai dit, pour Assassin's Creed, c'est quand même des jeux où c'est marqué en gros plus de 18 sur la boîte. Des élèves de 6e ou 5e se retrouvent quand même avec ces jeux-là. Donc je pense que c'est... Enfin oui, pardon, mais du devoir un peu des parents de vérifier un peu ça. Si ce n'est des fois, pourquoi pas, pour d'autres jeux, de jouer avec leurs enfants, je pense que c'est important. Mais au moins, je sais pas, d'avoir un petit regard quand même, parce que c'est quand même des jeux qui véhiculent une idéologie quand même très violente et très orientée. Oui. Bonsoir. Moi, ma question, c'était par rapport à quelque chose que vous avez formulé en disant que des élèves étaient très à l'aise avec les jeux vidéo, mais pas forcément avaient des résultats scolaires, on va dire, brillants, pour faire simple, et que d'autres élèves, c'était l'inverse. En fait, ils n'étaient pas forcément familiers des jeux vidéo, et ils avaient par contre des résultats scolaires. Voilà. Et ma question, c'était justement, ça rétablit un peu une espèce d'équilibre en disant que chacun a des ressources propres, des capacités propres qu'il peut utiliser. Est-ce que pour les élèves qui seraient en difficulté dans leurs apprentissages scolaires, le biais de cette valorisation, tiens, tu peux recommencer la partie, et puis vas-y, ça se trouve, tu vas réussir, est-ce que pour eux, ça serait peut-être quelque chose qui, mené sur toute l'année scolaire, améliorerait leurs propres résultats scolaires pour le coup. Est-ce que c'est un biais que vous pensez pouvoir utiliser pour les aider, pour remettre un petit peu une espèce de balance et leur redonner confiance en eux en fait? Oui, je vais le mettre en place dès cette année en fait, parce que oui, c'est un autre élément, j'ai pas eu le temps d'en parler. Dans mon collège, à partir de, dès la rentrée, bientôt d'ailleurs, on va mettre en place une classe contre le décrochage, pour lutter contre le décrochage scolaire. Alors pas dès la rentrée du coup, parce qu'il va falloir qu'on cible un peu les élèves qui auraient besoin, justement, ceux qui commencent à sécher de plus en plus, ou ceux qui auraient besoin un peu d'une aide un peu supplémentaire. L'idée, ça serait de faire une classe donc, entre 8 et 10 élèves qu'on sortirait de leur classe classique pour donc, les prendre avec nous en français, en sport, un collègue d'anglais aussi qui va s'investir dans le projet. Et moi, donc, je vais prendre ces élèves pour utiliser des jeux vidéo avec eux pour essayer un peu de faire en sorte, comme on disait tout à l'heure, qu'ils se réintéressent un peu à la matière, à mes différentes disciplines. Je pense faire de l'histoire géo, même pour l'histoire géo, vous l'avez vu un peu, c'est pas les matières les plus simples, surtout l'histoire, pour utiliser un jeu vidéo. Mais je pense reprendre des séquences de mon collègue en français, par exemple, pour essayer un peu de les faire travailler l'écriture, ça pourrait être intéressant. Mais je commence ça donc cette année et je pense, je publierai donc pendant l'année des articles là-dessus. Ça pourrait être un biais, oui. Mais encore une fois, voilà, il n'y a pas de recette miracle, je pense. Mais ça peut être un biais, oui. Une dernière question ? Oui, du coup, ma question se portait sur le gameplay. Alors, je trouve ça intéressant d'utiliser le jeu vidéo, par exemple pour vos vidéos, sans laisser tellement la manette aux élèves. Mais du coup, par exemple, pour les phases de gameplay pour Stronghold, qui est un jeu que j'ai dû passer 300-400 heures dessus, je l'ai vraiment fini dans tous les sens. Mais du coup, je me dis, est-ce que c'est pas plutôt... Alors déjà, je trouve ça dommage de pas... En seulement 2 heures, c'est impossible de vraiment faire le tour du gameplay, voire même de la totalité du jeu. Et ensuite, surtout, est-ce que ce serait pas
plutôt une perte de temps assez énorme, en fait, juste pour l'installation et tout ça des élèves en salle info ou quoi que ce soit, et de se mettre déjà à commencer à comprendre le jeu qui est, je trouve, assez complexe. Et ensuite, d'y amener, d'en tirer quelque chose d'intéressant au niveau historique. Déjà pour Stronghold, il joue. Hein. Parce que tu disais que je ne donnais pas la manette aux élèves, mais dans le cas de Stronghold, il joue véritablement. Oui, voilà, c'est pour ça. Justement, le fait qu'il joue, est-ce que déjà seulement en 2 heures, ce ne serait pas une perte de temps? Je trouve qu'en 2 heures, c'est suffisant. Parce que... Au niveau de l'installation, bon, c'est vrai qu'il faut les faire rentrer en classe, il faut qu'ils démarrent l'ordinateur, etc. Ça prend un peu de temps. Après, le jeu est assez bien fait, parce que, encore une fois, je vais vous donner l'adresse du blog où j'écris des articles là-dessus, ça sera plus simple. La question, pour choisir un jeu, oui, la question du gameplay, elle est importante, et notamment l'aspect du tutoriel. Et dans Stronghold, le tutoriel il est plutôt bien fait. C'est-à-dire que ils ont une première mission de 20 minutes où la personne que vous avez en bas à droite explique à l'oral et également à l'écrit les différentes manières d'interagir. Et je trouvais qu'en 20-30 minutes, ils pouvaient comprendre comment fonctionnait le jeu. Et après, ils avaient globalement une bonne heure ensuite pour réaliser... Alors, je leur donnais un peu une mission libre avec les différents scénarios que je vous ai montrés tout à l'heure. Et même si... Évidemment, on pourrait faire des choses beaucoup plus complexes avec 400 heures de jeu, mais ces 400 heures, je ne les ai pas, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Mais pour ce jeu, je pense que c'est assez suffisant quand même pour qu'ils le maîtrisent, pour qu'au moins ils voient ce que moi, je veux étudier en classe. C'est-à-dire les pouvoirs du Seigneur, le fait d'avoir le pouvoir militaire, par exemple, en produisant entre guillemets des soldats, en orientant les travaux des paysans, qui collent du coup à la réalité pour certains aspects. L'aspect financier, l'aspect de la justice, on peut mettre en place des gibets de potence, ce genre de joyeuseté, etc. Je pense, mais tu as critiqué juste, hein, mais je pense que en 2 heures, c'est relativement suffisant. Ouais, mais du coup, moi personnellement, j'ai pas fait ma 5e, je l'ai passé à l'étranger, c'est pour ça d'ailleurs que je reviens vite fait sur un autre point, c'est que utiliser à la limite le jeu vidéo tel que, alors je me rappelle plus du nom de celui-ci, celui que tu as présenté pour le FLE. De journée, oui, à la fin, ouais. Vraiment, c'est intéressant, c'est typiquement ce qu'il faudrait utiliser pour l'apprentissage de langue étrangère à l'étranger. En tout cas, moi, ça a été plus ou moins comme ça et ça m'a beaucoup servi. Mais du coup, là, par exemple, je ne sais pas en programme de 5e quelle place les pouvoirs de la seigneurie prend dans le programme, mais est-ce que ça mérite vraiment ces 2 heures à passer en salle info pour commencer, initier la chose sur Stronghold? C'est une de mes questions, laquelle je ne sais pas encore si je vais le réutiliser dans ce format-là à la rentrée. Parce que 2 heures, oui, c'est beaucoup sur notre programme. Je ne sais pas, ce chapitre, globalement, on peut le faire en 6 heures. Donc il y a déjà 2 pour cette espèce de séance qui est introductive, en fait, puisque j'ouvre en fait, le chapitre en leur faisant un peu découvrir le Moyen-Âge par le jeu, et ensuite on le critique et on revient là-dessus. Mais c'est un des problèmes d'utilisation du jeu vidéo, c'est très chronophage. Je ne peux pas les faire jouer 20 minutes. Mais je suis d'accord avec ta critique. C'est une des limites. Hein, c'est compliqué. Une dernière question ici. En même temps, c'est une entrée en matière qui est intéressante et qui permet de captiver les élèves au même titre que leur proposer une bande dessinée ou autre chose. Ça sort du manuel scolaire. C'est le but. Oui. C'est le but, oui. C'est le but globalement, ouais. Et en plus, même si votre séquence est axée sur les pouvoirs du Seigneur, ça leur fait découvrir aussi des styles de bâtiments, différentes choses qui ne sont pas forcément dans le but de la séquence, mais qui peuvent être réintroduites après dans les heures suivantes. Donc c'est intéressant aussi. Mais oui, et puis alors, ça développe aussi tout un tas de compétences un peu externes au programme et aux faits historiques, notamment le fait déjà de maîtriser un environnement informatique, le fait de collaborer ensemble, de dialoguer, parce qu'en classe, dans les cours classiques... ils bavardent, hein, mais généralement pas d'histoire ou de géographie. Mais cet aspect de collaboration est assez intéressant. Pourquoi je mets en avant cet aspect-là, mais c'est aussi par contrainte.
C'est-à-dire que je suis obligé de les mettre de poste aussi, enfin 2 par poste, parce que j'ai pas assez d'ordinateurs. Donc c'est un point positif sous la contrainte, pour être honnête. Mais c'est vrai que ça permet aussi de... Pardon c'est déjà bien qu'il ne soit que 2 par poste. C'est vrai. Des fois, ils sont 3. C'est vrai. Moi, je voulais savoir, la plateforme Ludus dont vous nous avez parlé tout à l'heure, elle est que pour l'histoire-géographie ou c'est pour différentes matières? Bonne question. Je réfléchis. Il n'y a pas les sous-titres par hasard? Je crois que c'est globalement des profs d'histoire géo. Mais il y a peut-être d'autres choses. Parce que ce dont vous nous avez parlé, Alto Catastrophe, c'est SVT aussi. Oui, il est utilisé en SVT aussi, oui. Alto Catastrophe. Alto Catastrophe, c'est le jeu de... Encore une fois, c'est un jeu de gestion où, comme je présentais tout à l'heure, voilà, on doit répondre à une menace de catastrophe naturelle. On doit construire la ville, ou modifier la ville plutôt, en fonction de cet aléa. Juste une question. Oui. On parle des élèves et au niveau du professeur. Est-ce que ça engage plus de travail pour arriver à faire un vrai travail de préparation, de correction Oui, alors la préparation, elle est immense, hein, puisque... C'est pour ça que j'étais étonné de la polémique sur Pokémon Go, puisque pendant les vacances, j'ai quand même vu des enseignants qui, à peine le jeu était sorti, voulaient déjà l'utiliser en classe. Parce que c'est vrai qu'on peut... Il y a un rapport à l'espace qui est assez intéressant, vu que les joueurs doivent sortir dehors pour aller capturer les Pokémon, avec donc du coup les cartes réelles de la ville où ils sont. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport à l'espace qui est assez intéressant. J'ai vu des profs disant oui, on pourrait utiliser ce jeu pour voir, faire un parallèle avec l'évolution des espèces en SVT par exemple. Non, c'est pas possible. Mais c'est cet aspect que je critique beaucoup, c'est le fait de vouloir utiliser le jeu vidéo juste parce que ça intéresse les élèves. Non, on n'est pas à la garderie quand même. Enfin, ça me pose un peu problème. Et j'ai un peu oublié votre question du coup, non? Je ne sais plus. Oui, bah alors Stronghold, oui, avant de le lancer à mes élèves, j'ai joué, pas 400, mais une bonne dizaine d'heures, je pense que ça suffit pour faire un peu le tour au niveau de l'introduction du jeu. Les Assassin's Creed, je donne pas mon nombre d'heures parce que ça me déprime un peu, mais j'aime pas trop les Assassin's Creed pour plein de raisons, mais voilà. Dernière. En tout cas, merci à vous parce que moi aussi, je suis enseignante, mais en primaire, et souvent, je m'aperçois que pour les élèves, l'histoire, c'est un truc de vieux qui n'a plus rien à voir avec le présent, qui sert à rien. Et souvent, je me rends compte que en retransposant, par exemple, en disant, voilà, un enfant à telle époque, il était comme vous, il avait le même âge que vous, il faisait ça, ou je leur dis parfois, le Troisième Reich aurait gagné, aujourd'hui vous parleriez allemand. Et je pense que le fait d'introduire une leçon par le jeu, ça rend la chose actuelle, c'est-à-dire c'est du passé, mais c'est du passé qu'on reproduit comme si on y était et on devient acteur, au lieu d'être juste... à regarder des vieux bouquins, et c'est vrai que c'est dommage parce que je me dis si les enfants s'intéressent à l'histoire tôt, ils comprennent beaucoup plus de choses et ils sont mûrs plus tôt. Alors merci. Possible, ouais. J'espère que ça donnera ça. Après, mais il y a un courant pédagogique là-dessus au niveau de la place du jeu de rôle, de faire écrire les élèves comme s'ils étaient tel ou tel personnage historique ou il y a le jeu de rôle classique pendant les états généraux de la Révolution française où certains élèves jouent la noblesse, d'autres le clergé, d'autres le tiers-état. Ce que j'aime bien dire aussi quand on parle de jeux vidéo, c'est que apparemment pour être crédible auprès du grand public, il faudrait que le jeu vidéo apprenne des choses, il faudrait qu'il soit artistiquement soigné, il faudrait qu'il porte un bon message politique, etc. Mais généralement, on met un peu de côté l'activité purement ludique. Enfin, je sais pas, jouer, c'est bien, c'est sain comme activité. De base, c'est pas... Je reviens sur Pokémon, mais ils interviewaient une de mes collègues, apparemment d'histoire-géographie, qui disait que ce jeu était complètement crétin, etc., alors que je suppose qu'elle n'y a jamais touché. Donc il y a toujours un peu cette mauvaise image du jeu vidéo qui est un peu regrettable, je trouve. C'est bien joué. Mais tout à fait, oui. Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que la dimension critique est assez importante, je pense. Merci infiniment. Merci à vous. On va pouvoir continuer à jouer encore pendant une petite semaine. Merci.
Merci. Merci à vous. Pas de souci. Je ne pouvais pas, il fallait arrêter. Et juste, je voulais vous dire que nous avons vécu